Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les dirigeants qui ont choisi de développer leur entreprise en région. Aujourd'hui, je vous emmène à Marseille, chez moi, avec Thomas Kerjean, le CEO de Mail in Black, la célèbre solution anti-spam et surtout l'étoile montante de la cybersécurité Made in France. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices. De Marseille à Lille, en passant par Bordeaux ou Nantes, j'interroge les entrepreneurs pour découvrir avec vous les recettes de leur succès. Dans cet épisode, Thomas va nous expliquer pourquoi il a décidé de revenir vivre en région, de reprendre une société dans le secteur de la tech et comment il a réussi à développer Mail in Black si rapidement. C'est parti! Bonjour Thomas, bienvenue sur Extramuros, bienvenue Bonjour. à Mail in Black avec un M comme Microsoft, comme Marseille. Très heureux de t'avoir sur ce podcast. Merci à toi. Alors, pour commencer, si certains ne connaissent pas Mail in Black, ça fait quoi ? La mission de Mail in Black, c'est de démocratiser la cybersécurité. On a deux solutions. L'une qui s'appelle Protect, qui est basée sur de l'intelligence artificielle et qui protège 12 000 clients, 1 million d'utilisateurs au quotidien contre les attaques, les cyberattaques, le phishing, le ransomware, tout ce qui peut perturber la bonne conduite, la bonne vie numérique de nos clients. Et une deuxième solution qu'on a lancée cette année, qui s'appelle Phishing Coach, qui vise à éduquer les employés dans les entreprises sur le sujet des cyberattaques, puisque 90% du problème cyber et d'autant plus post-confinement, est lié à la carence, au manque d'éducation des utilisateurs d'entreprise. Alors justement, sur ce deuxième volet, on reviendra sur le premier qui a fait votre renommée. Le problème est avant tout humain. C'est pas un problème techno, en général, d'outils, mais c'est souvent un problème de comportement qui fait qu'une entreprise peut se faire attaquer, c'est ça ? Alors, il y a des problèmes techno, le sens de la simplification, de l'accessibilité à la cyber qu'on poursuit, et justement de permettre à des hôpitaux, à des PME, à des collectivités locales, c'est-à-dire à près de 3 millions d'organisations en France, d'avoir des couches technologiques fondamentales, puisque l'email est leur canal de communication privilégié. C'est par là que passe la grande masse des attaques. Donc là, on parle quand même bien de protection d'un outil de communication, des communications entre les administrés et les collectivités, les patients et les hôpitaux et les clients des PME, pour citer ces trois segments-là. Mais effectivement, le deuxième sujet, notre sujet d'innovation, porte plus particulièrement sur une faille qui s'est creusée en fait avec l'explosion de e-commerce qui suivait déjà des tendances très soutenues depuis plusieurs années. E-commerce et télétravail qui a explosé pendant le confinement et qui effectivement a rendu près de 5 millions, 4 millions et demi, 5 millions de Français plus vulnérables parce que moins formés, moins familiers avec la vie numérique, avec la communication en ligne, qu'elle soit synchrone ou asynchrone. Et ça, du coup, votre nouveau produit, votre nouvelle solution permet au sein des entreprises ou des organisations telles que les hôpitaux de former. Mais comment ça marche ? Alors, l'idée, elle est simple habituellement quand un hôpital se fait attaquer en 2020 ou en 2019, on va dire. La direction générale demande à la DSI de former, de combler la faille, de résoudre le problème et de former en urgence les utilisateurs avec une société de service qui va être extrêmement coûteuse. Ça va se chiffrer en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les contenus vont être abscons, difficiles à mémoriser. Voilà, comment gérer un mot de passe, des choses qui sont pas enthousiasmantes. Et donc c'est complexe, c'est ennuyeux et ça marche pas nécessairement puisque l'éducation ne marche pas par on n'apprend pas un poème en une fois pour toute la vie, alors, sauf si on a vraiment une mémoire fabuleuse, mais la plupart des gens comme moi ont besoin d'une répétition. Et donc toute l'idée est de rendre la chose super simple, c'est-à-dire de permettre à un hôpital, à une DSI d'hôpital de simuler des attaques, de s'entraîner, d'où le nom coach, de simuler des attaques, de phishing, de ransomware. Alors nous, on traite via notre produit historique, on traite plus de 5 milliards de mails par an, donc on sait dire quelles sont les attaques qui marchent sur quel segment, à quelle période.
Donc, on va leur permettre d'entraîner de manière illimitée, de faire des simulations d'attaque et de faire de la pédagogie au moment de l'erreur. C'est-à-dire une micro-pédagogie, le temps d'attention moyen de l'utilisateur étant aujourd'hui d'environ 8 secondes. Et on a ce laps de temps pour éduquer contextuellement sur l'erreur. Et pour mettre en place cette démarche très simple là, derrière, on a travaillé avec des neuros et des psychologues et des pédagogues pour vraiment comprendre comment bien éduquer et amener finalement à moins de vulnérabilité de l'utilisateur final. Ça marche beaucoup mieux donc que les formations classiques coûteuses et complexes et assez ennuyeuses. C'est-à-dire que moi, si je veux mettre ça en place chez Newton dans ma société, ça marche comment? Il y a un abonnement, chacun va faire sa formation pendant une demi-heure tous les mois, c'est ça? Beaucoup plus simple en fait, ça veut dire que tu vas avoir un abonnement pendant 1 an. Et tu vas pouvoir donc simuler des attaques, qui est le meilleur entraînement. On n'apprend pas faire du vélo en lisant un livre, on apprend à faire du vélo en faisant du vélo. Puis on tombe, puis on apprend. Et donc c'est une pédagogie super expérientielle finalement, où tu vas pouvoir simuler, envoyer de faux mails d'attaque au sein de ton entreprise. Et du côté de l'utilisateur, recevoir un mail qui lui paraît suspect ou pas suspect, et s'il tombe dans le piège, au moment de l'erreur, on va lui diffuser une vidéo très courte, une vidéo inférieure à 1 minute, un quiz, une affiche très simple, plutôt ludique, sur une tonalité de « t'inquiète pas, tu t'es planté cette fois-ci, mais ça reste entre nous, on est là pour t'aider à progresser, on n'est pas là pour te pointer du doigt ». Et en fait, c'est la répétition de ces simulations qui, dans le temps, comme pour le vélo, va finalement faire en sorte que les utilisateurs vont être beaucoup plus confortables, beaucoup plus vigilants sur les types d'attaques qui peuvent être extrêmement nocifs à leur entreprise ou même à leur denier, à leur argent personnel. Ah, donc donc en plus tu perds pas de temps à te dire il faut que je bloque 1 heure tous les mois dans mon agenda. Ça peut comme ça arriver dans la journée. Et c'est quelque chose qui est décidé avec la DSI de chaque entreprise sur la fréquence. La direction générale, souvent, post-confinement, on voit beaucoup de directions générales s'approprier le sujet, demander une éducation sur qu'est-ce que c'est qu'un hacker, qu'est-ce que c'est qu'un pirate, comment ces gens gagnent-ils de l'argent, sont-ils basés en France ou à l'étranger. Donc on voit une curiosité pour comprendre les rudiments du sujet. Ils comprennent bien, pour avoir vu Aix-Marseille Métropole, Dax, Colis Privé et tant d'autres se faire attaquer. Ils comprennent bien que le sujet devient un sujet de direction générale. Et donc, généralement, ils travaillent de concert avec la DSI pour dire, OK, il faut qu'on éduque nos populations de manière efficace, pas juste... on va pas juste remplir les cases d'une formation théorique. On veut vraiment que les gens s'approprient le sujet. Donc, c'est souvent les DG qui l'impulsent, les DSI, les DRH aussi, ou les DAF. Donc, les comités de direction se disent, OK, c'est un sujet. C'est un sujet parce que les attaques ont été multipliées par 4 en 2020. Donc, c'est devenu un sujet extrêmement visible avec, un hôpital aujourd'hui, c'est attaqué 3 fois par jour. Une PME, ça reçoit tous les mois à peu près 24 000 tentatives de phishing, une PME moyenne en France. Donc, c'est devenu un sujet qui doit se démocratiser, qui doit être approprié pour la culture numérique de l'entreprise par son comité de direction. Donc, très souvent, le DG le décide, la DSI le met en œuvre. Voilà. Et donc, on va, très basiquement, on va commencer par une première simulation. Ça va donner en moyenne un taux de vulnérabilité de 25%, c'est-à-dire que un utilisateur sur 4 clique sur une tentative d'attaque, ou ouvre une pièce jointe et renseigne ses données. 1 sur 4, c'est monumental comme faille de sécurité pour l'entreprise. Voilà. Ensuite, on va monitorer la progression, on va recibler les populations plus vulnérables, on va vraiment faire un effort pédagogique pour faire en sorte que, ils deviennent plus vigilants. Alors justement, un petit point de pédagogie, phishing, pour ceux qui ne connaissent pas, ransomware, tu peux nous expliquer? Alors, ce sont les 2 formes d'attaque les plus répandues aujourd'hui. On aura probablement, à la veille des présidentielles, des attaques par deepfake, c'est-à-dire par simulation vocale ou simulation visuelle. Ce sont des scénarios sur lesquels Men in Black travaille aussi, qui sont moins popularisés, qui sont moins larges. Le phishing et le ransomware, ce sont les 2 plus grosses attaques. Donc, elles sont le fait de hackers qui peuvent être basés en Russie, en Corée du Nord, en Chine, dans différentes géographies qui ont soit la caution, soit on va dire l'autorisation implicite de leurs institutions pour renflouer les caisses de ces gouvernements. Je cite cela, mais il y en a plein d'autres.
Ils vont trouver dans le dark web, c'est-à-dire le web que toi et moi ne pouvons pas consulter facilement, ils vont trouver des modèles de hameçonnage. Donc le phishing, ça vient de pêcher, phishing, hameçonner. Ça prend le visage d'un email, graphiquement très bien fait aujourd'hui, puisqu'on peut en trouver de très haute qualité aujourd'hui, sans faute d'orthographe. Et puis, les pirates vont jouer sur des leviers très particuliers, des leviers de circuits primitifs humains qui sont, quelle que soit la forme, l'image, Outlook, Amazon, peu importe que le phishing inclut, qui va finalement appuyer sur des circuits très primitifs humains comme l'incomplétude cognitive, c'est-à-dire cliquez ici pour savoir quel est le meilleur directeur commercial de la région. On veut savoir, ou bien la peur. Il faut absolument renouveler vos mots de passe et votre login et mot de passe d'Outlook, sinon nous allons vous couper les accès dans 24 heures. Le sexe, évidemment, la survie de l'espèce. Donc, les registres sont généralement les mêmes. Les formes se mutent, elles peuvent prendre différents visages, mais voilà, le phishing va, en s'appuyant sur des leviers cognitifs ultra récurrents chez les humains, les biais de confirmation, les biais d'exécution. On veut faire vite quelque chose, et donc on va très vite répondre. Donc ça, les hackers connaissent bien. Ils vont prendre des modèles existants ou les créer, voilà. Et le mail va généralement vouloir usurper votre identité, ou bien vous voler de l'argent. Vous demandez de rentrer dans ces cas les plus basiques vos coordonnées bancaires et autres, ou bien vous amener à transférer des informations confidentielles de l'entreprise. Ça, c'est le phishing, c'est très massif. Voilà, une PME en France envoie et reçoit 3 millions de mails par mois, à peu près 3 et 4 millions en fonction des verticaux. C'est massif, c'est son médium de communication avec le téléphone, c'est de très loin son outil de travail. Et donc, ça va colporter 24 000 mails nocifs, ce 3,5 millions. Donc, ça paraît statistiquement faible, mais le phishing va constituer 95% de cette base. Et le ransomware, c'est en fait, ça peut passer par un mail, ça passe généralement par un mail aussi. C'est une pièce jointe qu'on ouvre. C'est un logiciel qui, vous recevez un mail, il y a une pièce jointe, vous l'ouvrez, ça exécute un programme sur votre poste de travail qui s'étend sur tous les autres postes de travail, tous les serveurs, et qui va crypter, donc comme Dax, l'hôpital de Dax par exemple, qui va crypter tout votre informatique interne. Et vous allez recevoir un message du hacker, du pirate, disant, nous voulons pour avoir restitution de votre système d'information, de vos données, pour pouvoir travailler en somme, nous vous demandons la rançon ça s'échelonne en général entre 100 000 et plusieurs millions d'euros pour un Sopra Steria ou pour des sociétés en fonction de la taille de la société. Et donc, vous devez payer en bitcoin ou en fiduciaire pour pouvoir avoir la restitution, espérons-le, de votre système d'information. Voilà, donc ça, c'est plus rare, c'est extrêmement nocif. C'est là, vous parlez d'un hôpital, on parle d'un hôpital qui est paralysé pendant une semaine, qui peut plus recevoir ses patients, processer ses commandes, s'approvisionner, suivre ses dossiers médicaux. Une PME peut tomber pour ça, en fonction de sa trésorerie. Voilà, en plus, ça arrive en plein confinement avec la chute du chiffre d'affaires, c'est vraiment pas une bonne... Et une collectivité, on attaque généralement par ransomware une PME et pour de l'argent. On attaque une collectivité plutôt en processus électoral, par exemple une métropole avant les départementales, les régionales ou les présidentielles, pour déstabiliser un processus démocratique. Il n'y a pas nécessairement une quête d'argent derrière une attaque d'une institution publique. Et un hôpital, on a du mal. Évidemment, il y a rarement quelque chose de moral derrière tout ça, mais un hôpital encore moins. Un hôpital encore moins, puisque les hôpitaux ont été très attaqués pendant les confinements parce que les pirates savaient très bien qu'ils étaient sous pression forte de nous soigner, de cas de Covid, mais du reste aussi. Donc, c'est une situation idéale pour mettre une organisation au pied du mur et lui demander une rançon. Qui plus est, avec les hôpitaux, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a des données de santé, des données médicales qui peuvent être catastrophiques en termes de respect de la vie privée et qui sont commercialisables. Ils sont pas très RGPD, ces hackers. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Quand tu es un chef d'entreprise et que ça t'arrive, il faut faire quoi ? Alors,
Il y a des processus de gestion de crise qui sont très bien définis par l'ANSSI, en fait, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est une antenne gouvernementale rattachée au Premier ministre qui a pour mission de protéger les organismes d'intérêt vitaux et qui est le premier contact à avoir à l'ANSSI, donc quand on est attaqué. Ils ont tout un protocole à suivre pour isoler les machines touchées, isoler vraiment l'attaque en cas de ransomware ici. Et puis ensuite, on rentre généralement dans une phase de coaching du directeur général de l'entité touchée, si c'est du secteur privé. La tentation en France est plus forte ailleurs de payer les rançons. On est un pays qui est plus payeur de rançons que d'autres pays, ce qui fait de nous une cible privilégiée. Voilà, puisque ensuite, quand vous payez une rançon, eh bien, vous êtes tracé dans le dark web. Dans le dark web, un hacker peut trouver des ransomware, comme des ransomware as a service. On peut littéralement trouver pour trouver des ransomware prêts à l'emploi, et on peut trouver des listes d'entreprises qui ont historiquement payé, qui sont donc susceptibles de payer à nouveau. Donc là, vous rentrez dans cette discussion-là qui est extrêmement anxiogène pour la direction générale si elle n'est pas préparée à cette gestion de crise. Et donc, on va se poser la question de la recommandation gouvernementale de ne pas payer. Ensuite, quand vous mettez dans la balance des dizaines de milliers de colis perdus dans la nature contre une rançon de 2 millions, vous faites la balance économique entre payer ou perdre du chiffre d'affaires. Donc, c'est pas une situation qui est simple à gérer, mais vous la traversez en tant que DG quand ça vous arrive. Et puis ensuite, si vous décidez de payer, vous pouvez espérer qu'il y ait une restitution d'une clé de décryptage de votre système d'information. Ça peut ne pas arriver. Ah ouais. Vous pouvez vous retrouver à avoir payé une rançon et ne pas récupérer vos données. Et dans le cas contraire, vous libérez vos données, vous continuez votre course, votre activité. Voilà, ça c'est plutôt le ransomware. Donc ça c'est vraiment la criticité est très forte. Ça arrive la plupart du temps par email, ça arrive par d'autres vecteurs. Mais ce qui est nouveau en France ici, c'est que ça arrive sur des entreprises de taille intermédiaire, alors qu'auparavant, finalement, c'était un sujet assez élitiste. La cyberattaque, ça touchait des États à États, de très grosses entités du CAC 40, qui aujourd'hui sont surprotégées depuis WannaCry, depuis des épisodes qui ont été extrêmement traumatiques pour eux. Par contre, le tissu socio-économique, c'est-à-dire 95% de l'activité économique française ou européenne mondiale, elle est très mal protégée. Et là, on observe depuis... ça va de pair avec la digitalisation des plateformes de collaboration. On observe une propagation beaucoup plus forte, en priorité du phishing, donc du hameçonnage, qui fait moins de dégâts, mais qui a un retour sur investissement pour le hacker meilleur sur une surface plus large. Qui légalement est moins risqué aussi qu'un ransomware pour le hacker, encore une fois. Mais voilà un petit peu le panorama. Oui. Alors heureusement, il y a Mail in Black. Votre premier outil, c'était justement ce filtrage des emails. C'est ça. Donc ça marche comment ? On processe des milliards très simplement, tout le flux entrant de mail d'un client passe par les fourches codines de tous nos algorithmes. Donc si je t'envoie un mail et que tu es protégé chez nous, premièrement, il faut que tu m'aies accepté dans ta liste, dans ta whitelist, donc dans ta liste de communicants officiels. Ça vise à faire deux choses: à dépolluer tes communications, parce que si tu utilises Uber, tu peux ne pas autoriser Uber à vendre à Uber Eats tes contacts pour te vendre un cross-sell, un autre produit. Ça, c'est de la pub, c'est de la pollution numérique, on le dégage, on nettoie ça. Après, tu as l'attaque en tant que telle, donc là, tu as une série de services sur notre plateforme qui vont parser le mail, ça s'appelle, qui vont éclater le mail en en différentes parties pour faire une analyse morphologique du mail, c'est-à-dire comment est-il constitué, quelle est la longueur de l'URL ou quel va être le visage vraiment composé du mail. Analyse sémantique, c'est-à-dire quels sont les termes utilisés, est-ce qu'il y a de l'impératif, est-ce qu'il y a des mots-clés qui sont étranges dans cette communication. Une analyse de contenu, tout simplement, c'est-à-dire quelle est la pièce jointe, qu'est-ce que colporte cette communication. Je vais pas te lister, il y a une cinquantaine d'algorithmes, de caractéristiques qui sont analysées. D'où vient l'email? Est-ce que l'adresse IP d'envoi, donc l'adresse de l'envoyeur, est légitime?
Donc, il y a une multitude de contrôles à la frontière qui vont s'opérer avant de te délivrer le mail. Donc, tu dois avoir accepté. Et même quand tu as accepté, on vérifie les communications entrantes et sortantes pour dépolluer et protéger sur ces surfaces d'attaque. Voilà. Donc, on classifie. Tu as un algorithme de classification qui va dire ça, c'est plutôt légitime. C'est légitime d'un point de vue sécurité, mais c'est publicitaire. On te laisse arbitrer toi-même. Tu as une interface où tu peux dire ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Ce n'est pas légitime d'un point de vue cybersécuritaire, on le sort. Voilà. Très bien. Donc ce sont des algorithmes ça s'appelle le traitement du langage naturel. C'est une catégorie d'intelligence artificielle qui est appliquée à l'analyse du langage, en fait. Voilà. Ouais, très bien. Et même si on a des outils comme Google où on se dit qu'on a un anti-spam qui est efficace, c'est nécessaire d'avoir ta solution en plus pour être vraiment safe. Alors on a même un partenariat avec Microsoft, puisqu'on la brique Made in Black Protect est commercialisée conjointement avec Office 365 pour une raison simple. Les algos de l'éditeur américain sont très bien entraînés sur de l'anglais. Nous sommes entraînés sur toutes les langues du monde, donc l'italien, le français, l'allemand, et donc les analyses morphologiques ou sémantiques ont des performances largement meilleures quand elles sont appliquées sur un langage donné. Voilà, c'est ce que je faisais typiquement chez Microsoft auparavant. Travailler sur l'entraînement en français des algorithmes de traitement du langage. Donc, il va falloir un gain de performance qui est monumental. Vous allez intégrer le Marseillais aussi. Intégrer le Marseillais aussi, c'est important. Très proche quand même du français. Très bien. Du français. Moi, il y a quelque chose aussi, toujours sur ces sujets de sécurité qui m'intrigue ou qui me pose question en tant que chef d'entreprise, c'est les mots de passe qu'utilisent mes salariés. J'en ai aucune idée. Potentiellement, ils ont tous mis 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous avez une solution là-dessus pour le gérer facilement sans avoir un truc de geek? Parce que moi, je suis pas un geek. Moi, ça fait 2 ans et demi que j'ai repris la direction générale de Made in Black. On a déjà doublé de taille, diversifié notre offre. Mon ambition, c'est de poursuivre cette diversification de produits en regardant vraiment les sujets qui tiennent à la vie de l'utilisateur. Si je devais te donner une étoile polaire, je me dis, il faut qu'il y ait un Alexa de la protection numérique. Que ça aille du mot de passe aux communications, en passant par le cyberharcèlement. Je me dis, il manque un garde-fou de cette vie numérique où le e-commerce est une transaction géniale, instantanée, mais recommercialise du ciblage de données et veut prendre du temps d'attention. Ouais. Où le média type Facebook ou Instagram va vraiment peut entraîner des surconsommations financières, mais aussi de temps hors contrôle. C'est-à-dire qu'on parle souvent de cette partie des GAFAM comme étant un hack sur notre souveraineté. C'est pire que ça, en fait. Il faut bien réaliser que c'est un hack sur nos processus mentaux. Ces applications sont designées avec des features, des caractéristiques comme le doom scrolling, par exemple, pour vous amener à ne jamais arrêter de consommer, ou à vous inciter à croire que votre statut, qui est un super bon producteur de sérotonine, qui donne confiance, voilà, vous inciter à croire que votre statut est important. Alors il peut l'être, hein, mais la plupart du temps, bon, la starification de tout le monde n'a peut-être amène à se poser des questions un peu sociologiques quand même sur nos comportements. C'est la starification. Donc oui, de ce qui nous intéresse, c'est ça un peu, oui. Donc on en vient à se dire, ok, est-ce qu'il y a une place pour un acteur qui, en France, en Europe, dans le monde, progressivement, là on est très humble encore, on est une société de 70 personnes, on est une PME technologique basée à Marseille, mais bon, on a quand même, tout en restant humble, on a quand même un chemin où on se dit, tiens, la protection de la vie numérique des gens, qui s'en occupe finalement? On a RGPD, bien sûr, on a le Cyberscore qui est en discussion au Sénat. Il n'y a pas d'acteur privé qui dit, est-ce que vous voulez récupérer votre cerveau? Est-ce que vous voulez récupérer votre temps mental? Votre santé. Voilà. Donc, on regarde, c'est ça. Donc, on regarde tous ces sujets. Là, on est sur l'email, le gros média, on est sur l'éducation. Et oui, on regarde de très, très près. On regarde de très, très près le web, la protection web. On regarde de très, très près l'éducation certifiante. On regarde de très, très près le mot de passe, effectivement, qu'il soit biométrique ou classique. Parce que, oui, comme tu le dis très bien, la clé d'entrée, l'identification, la clé de la serrure vers le numérique, c'est le mot de passe.
c'est quelque chose qui est super ennuyeux, dont on se souvient pas. Statistiquement, tu me disais, je connais pas les mots de passe de mes équipes. 90% des gens ne changent pas leur mot de passe. Ça peut durer plus de 10 ans en moyenne. Et le mot de passe est super simple à craquer. En général, il a un lien familial ou un lien avec une date de naissance ou le nom ou le prénom d'un enfant. Donc oui, effectivement. J'ai vu les clubs de foot confirme aussi. que Il paraît que Liverpool fait partie des meilleurs mots de passe c'est ça, ouais, dans le monde. ouais. Voilà, donc on n'a vraiment pas besoin de quantique, d'informatique quantique pour craquer les mots de passe. Actuellement. C'est une faille effectivement béante. Encore une fois liée à une carence d'éducation, une complexité sur l'utilisateur. Ouais. Alors, vous faites tout ça depuis Marseille. C'est peut-être pas la première ville qui vient à l'esprit quand on parle de cybersécurité. D'ailleurs, je sais pas s'il y en a une. Peut-être Boston. Ça apporte quoi? Ça t'apporte quoi? Ça apporte quoi au développement de Mail in Black d'être ici à Marseille? Je dis ici parce que pour ceux qui ne sauraient pas, on n'est pas très loin. Bon, pour moi, c'est personnel, c'est un retour aux sources. Je suis né dans la ZUP d'Aix-en-Provence et mes parents sont venus faire leurs études. L'une née en Tunisie, l'autre en Asie pour faire leurs études ici. Donc c'est là que je suis né avec ma sœur. Donc j'ai un affect très particulier pour la Provence et pour Marseille en particulier. Je dirais que aujourd'hui, venant, ayant fait le plus clair de ma carrière au sein des GAFAM, tout mon écosystème, tout mon historique est Microsoft et tout mon réseau professionnel est au sein de Google. Ces deux principaux-là et un peu Amazon Web Service. Je dirais que de plus en plus, il y avait le modèle de travail historique très hiérarchique qui est dépassé. Puis il y a eu le modèle californien, très bien parce que flexible, libre, valorisant, responsabilisant, très penché sur le développement des compétences, sur la féminisation des équipes, etc. Donc, sur ces deux modèles, il y a un grand nombre de choses qu'on a absorbées du deuxième modèle, mais il y a une demande d'un troisième modèle, un modèle où on a un droit à la déconnexion, un modèle où on a le droit d'être passionné par un projet qui a un impact, et on a des data scientists qui viennent de Maroc, Munich, Angleterre, donc qui viennent en Provence, parce qu'ils cherchent ça, en fait. Ils cherchent à travailler sur un projet épanouissant, voilà, et qui... souvent, les data scientists viennent de la finance ou du commerce, et là, ils se disent, OK, on sert à protéger des gens, ça a plus de sens. Et aussi, on n'est pas là pour... Je pense que le modèle de travail, nous, on s'est mis en télétravail et on a étendu nos locaux en même temps. Donc, on est tout près du Vieux-Port de Marseille. Et les gens veulent se voir. Je pense que le modèle du travail qui va ressortir de ça sera, oui, un modèle responsabilisant, où voilà, faire confiance aux gens va être déterminant. Leur liberté de lieu de travail va être importante, mais aussi la non-intrusivité dans leur vie personnelle, c'est-à-dire, voilà, chez Google, il y a des stades de foot, chez Microsoft, j'ai largement profité de tout un tas de services. Est-ce qu'il n'y a pas une limite à fixer entre, justement offrir ce temps de vie privée? Est-ce qu'on sera encore là en 2021, en 2022 pour organiser le fun en entreprise? Ou est-ce que finalement, ça relève vraiment de l'entreprise, ça? Je pense pas. Donc, je pense que ça attire quantité de candidats qui se disent, je peux travailler sur quelque chose de vraiment passionnant, complexe en algorithmie et sur des sujets qui, voilà, on voit les gens qu'on protège et qui nous remercient. On a 95% de nos contrats qui sont renouvelés. Donc, les clients qui nous disent quand même, c'est génial ce que vous faites, merci. Les hôpitaux. Et ils peuvent organiser leur vie à titre personnel. Ils ont un vrai droit à la déconnexion. Je vais chercher ma fille Guillaume à 17h45 tous les soirs. Je ne travaille plus après 18h depuis que je suis revenu ici. On a doublé de taille, de chiffre d'affaires, donc visiblement ça peut fonctionner. Plus le week-end, jamais pendant les congés maternité, paternité, on a sanctuarisé les moments de vie. Voilà, on veut que ce soit un projet commun. Je suis pas là pour écrire des valeurs bibliques, ça a déjà été fait. Ça a bien marché. Voilà, mais la projection sur des valeurs d'entreprise, c'est pas quelque chose qui me parle. On fait un projet ensemble, on recrute des gens avec lesquels on a un mode de travail commun. Après, leur manière de réguler leur vie, ça relève du respect pour moi plutôt, c'est-à-dire qu'ils puissent organiser donc plutôt que d'organiser, on fait des off-site et toutes ces choses-là bien sûr, mais surtout on va par exemple permettre l'utilisation des locaux qui sont très très beaux, qui sont vraiment super bien placés, pour que les employés puissent faire les fêtes quand ils le veulent. Donc on les laisse s'approprier le lieu. Donc ça, je pense que c'est très attractif. On voit bien que quantité de candidats se disent, OK, le télétravail c'est une chose, mais je veux plus que ça. On a déjà passé le cap du
Je veux le télétravail, c'est un prérequis, c'est terminé ce débat. Maintenant, c'est à quel point je vais travailler dans un environnement où je suis responsabilisé et où finalement, je vais avoir une vie aussi. Si je suis passionné de plongée, j'ai des calanques ici. C'est pas juste une carte postale, il faut donner le cadre qui va autour. C'est pas simplement un très beau lieu, la Provence. C'est aussi un lieu où il faut organiser l'entreprise pour que les gens puissent vraiment le vivre ce que moi je vivais dans mon enfance et pour lequel je suis revenu ici. Ouais, ça me parle puisque moi qui suis un acteur de l'immobilier, du bureau et donc du lieu de travail, Oui. j'ai lancé il y a quelques années cette activité de coworking qui a été très influencée par la Californie, par les GAFAM, Ouais. où on avait l'impression que le lieu de travail devait être une énorme cour de récré et où il y avait un vrai flou entre la maison et le lieu de travail. Et ça m'a toujours un peu gêné. Et justement, le positionnement que l'on a eu, c'est un peu ce que tu dis, c'est cette synthèse française ou méditerranéenne qui est que le lieu de travail Ouais. est un lieu de travail. Ça ne veut pas dire qu'il doit être désagréable, mais à l'inverse, ça ne veut pas dire que ça doit ressembler à une chambre d'ado. Et ce qui permet justement de couper, d'être efficace pour aller plus vite, faire du sport, voir ta famille ou que sais-je. C'est exactement ça. C'est exactement comme tu le définis. Je sais que tu es revenu aussi de Paris à Marseille, que tu as des points de comparaison similaires à ceux que je donne ici. Mais c'est exactement ce que tu dis. Le lieu de travail, il est agréable, mais il est pernicieux de le rendre sticky. Mhm. C'est-à-dire de vouloir favoriser une surproduction, un surengagement. Voilà. Surengagement, ça a un temps. Ça marche sur les 20, 30 ans, qui sont en carrière ascensionnelle, etc. Bon, c'est pas durable. Mhm. Voilà, là aujourd'hui, je me dis, quelque chose de durable, qu'est-ce que c'est en fait? Ouais. Et donc le recrutement, souvent dans le podcast, on a entendu des sociétés qui choisissaient des bassins d'emploi où il y avait déjà des concurrents ou en tout cas de la compétence déjà sur place. Est-ce que toi, c'est ce que tu as retrouvé ici ou alors c'est finalement pas un vrai sujet et le fait d'être en Provence, ça suffit à recruter? Ça suffit à recruter, d'autant qu'on est très flexible. On a des gens qui sont à Lille, Oui. d'autres qui ont un autre qui a acheté une maison en Savoie, voilà, et qui reviennent. Donc c'est pas le lieu, c'est un creuset, c'est une centralité, un lieu où on revient. Ça veut pas dire que c'est un lieu où on est tous les jours nécessairement. J'ai jamais travaillé comme ça, moi-même. J'ai jamais travaillé comme ça, c'est-à-dire que le lieu, c'est pas tellement le lieu qui m'importe que les gens avec moi dans le lieu où on fait cohésion. Voilà. J'ai pas besoin sur certains processus métiers, on va dire plus transactionnels, où j'ai pas besoin d'être en contact avec tout le temps des gens au quotidien. Par contre, pour un brainstorm, ou simplement pour se marrer en fait, ce qui fait partie pour moi de la cohésion d'une équipe, beaucoup plus que le reste d'ailleurs. Ça c'est le lieu pour le coup. Voilà. Mais donc nous, on n'a pas de mal en Provence parce qu'on a un facteur d'attractivité. On se rend bien compte que l'immobilier venant de Lyon, Paris, Londres, Munich, on prenait un Munichois qui a passé ses vacances d'enfance en Provence Mmh. et qui s'est dit waouh, je vais pouvoir y travailler, y vivre, donc voilà, avoir l'école de mes enfants, etc. Et le prix du mètre carré est à ah oui d'accord. Donc là il y a quand même un choc. On parle d'un prix du mètre carré qui est entre 5 et 6 fois moins cher qu'à Paris par exemple. Donc ça laisse aussi beaucoup d'oxygène sur les finances familiales et le reste. Bien sûr. Donc non, je pense que voilà. Et vous avez lancé la certification Great Place to Work, puisqu'on parle de ce lieu de travail? Oui, en fait, oui, on est la première entreprise de cyber dans le sud et l'une des 3 en France à être certifiée Great Place to Work. C'est dans la logique de ce que tu disais ici, de ce qu'on échange ici. C'est un point de départ pour moi. C'est pas un accomplissement, c'est juste un jalon qui consiste à dire voilà la philosophie de la manière qu'on a de penser, non pas le quoi, la vision du projet, mais le comment on va le faire. Voilà, comment on va le faire. Avant de lancer le processus de certification Great Place to Work, pour lequel on a été labellisé en novembre dernier, on a déjà mis en place, je suis arrivé déjà avec une idée de choses que je souhaitais mettre en place, comme la parité homme-femme. Je sais pas, je dis ça va prendre des années. En réalité, en 1 an et demi, on est devenu une société paritaire, du comité de direction jusqu'aux contributeurs, contributrices. Le droit à la déconnexion, l'organisation flexible, l'orientation impact plutôt que moyen, ce sont des choses je suis venu culturellement avec ça. Faut quand même, je suis quand même imbibé d'un ADN américain fort, je le reconnais et j'en suis très content. Je suis arrivé avec ça et
et en même temps en étant né ici, en essayant de créer une synthèse de ça. Donc pour moi, c'est un premier jalon Great Place to Work qui dit, et je voulais pas qu'on le fasse avant d'avoir fait des choses réellement. Pour moi, c'était juste une étape, une validation de ce qu'on avait mis en place. Et on en ressort avec nos axes d'amélioration. Ça sert à ça aussi, Great Place to Work, savoir. On a mis en place par exemple des programmes pour donner confiance aux femmes, des occasions de prendre la parole en public. On a un cercle interne qui s'appelle le cercle des hackeuses. On fait venir des dirigeantes seniors. Ouais, je sais le nom est pas ouf. C'est moi qui l'ai donné. À chaque fois que je donne un nom, c'est pas ouf, mais c'est resté. Cercle des hackeuses. Je me suis dit un cercle, ça donne une impression d'intimité des hackeuses parce qu'on travaille dans. Bon, c'est resté. Et donc on leur donne confiance en faisant du partage d'expérience avec des dirigeantes beaucoup plus qui sont passées par toutes les fourches codines des années 80-90 de réussite, leur forme de réussite économique. Et là, j'ai une moyenne d'âge à 30 ans aujourd'hui, 32 ans. Donc, j'ai malgré tout, malgré un niveau d'éducation élevé, une inhibition à la prise de parole. Et la prise de parole, c'est le positionnement en société. C'est oser prendre des jobs plus gros. Donc, on travaille sur des sujets comme ça dans le prolongement dans le cadre du framework, du cadre Great Place to Work qu'on s'est donné. C'est bravo. Moi-même, on lance ce podcast et on n'a pas du tout la parité. C'est pas facile de trouver, alors qu'on a cette volonté de trouver. Oui, c'est pas facile. Je reconnais que c'est pas simple. Oui, effectivement. Ce qui m'intéresse beaucoup aussi dans ton parcours, tu l'as déjà esquissé, mais c'est le fait que tu sois revenu pour racheter une entreprise. Donc, un super cadre. Tu étais, j'imagine, avec de belles missions, une belle carte de visite, et tu as tout plaqué pour débarquer à Marseille et racheter une entreprise. C'est courageux. Ça s'est passé comment? Comment tu as fait? Donc mon épouse Laurence est marseillaise aussi, et on parlait depuis longtemps d'un retour dans le sud de la France, un peu comme un retour au bled lointain, un peu évasif, un peu exagéré dans notre imaginaire où tout était fantastique. Voilà. Cette espèce de mythe de l'Eldorado. Bon. Mais on en parlait quand même vraiment souvent. Et puis on a eu des épreuves familiales, comme tout le monde en a, des décès, des racines qui s'étiolent, qui disparaissent. Et ce sont souvent dans ces moments-là qu'on prend quand même conscience de ce qu'on est en train de faire et de ce qu'on peut vouloir faire. Et on pensait revenir plus tard à Marseille, en fait. On pensait revenir à 60 ans. On avait vraiment le schéma retraité sur lieu de naissance. Sunbelt, c'est ça. Et en fait, on a eu le choix. Donc Laurence est entrepreneuse. Elle était chez L'Oréal, LVMH auparavant. Elle était entrepreneuse, donc elle était mobile, peu importe le lieu finalement de création de son prochain projet. Et moi, j'hésitais entre Microsoft Chine, où Alain Crozier, mon ancien patron, qui est quelqu'un de vraiment fabuleux, était. Et j'avais vraiment, je parle un peu chinois, j'ai fait du chinois en parallèle de Sciences Po. J'avais vraiment envie de revivre une expérience chinoise. C'était juste avant le confinement, je crois qu'on a eu le nez creux. Ouais, c'est ça, ça aurait été quelque chose de par Henrao. Voilà. Et donc l'autre option c'était Seattle. Laurence était très partante, moi beaucoup moins. Et là, un ancien de Microsoft, marseillais aussi, m'a dit tiens, une boîte qui cherche une direction générale. Et les gens m'ont plu. En fait, j'ai rencontré les gens. Donc, je me suis posé 1000 questions au début, bien sûr, en me disant je dirige une division. Il y a quand même 300 personnes sur Azure SQL. Je m'occupe de la roadmap produit là, une boîte de sécu dans le sud de la France, tout ça. Et c'est vraiment en rencontrant les gens que j'ai permuté en me disant mais non, on peut faire un projet amusant, vraiment bien. Et puis en regardant un peu l'écosystème français, en me disant waouh, l'écosystème est quand même ça serait bien de faire un projet français, voilà, pour le dire comme ça, un projet français en rapatriant justement des gens venant des GAFAM, des compétences. Il y en a plein qui veulent sortir des GAFAM pour venir bosser dans des boîtes françaises. Et puis la solution a quelque chose de viral, c'est-à-dire que le système de CAPTCHA dont on parlait tout à l'heure, si tu veux, a sur le mid-market, sur ce marché-là, qui est très peu pénétré par la cybersécurité,
cybersécurité n'est pas du tout dans les mœurs, pas du tout démocratisé sur ce marché-là, parce que c'est très compliqué d'accéder à ce marché-là. Je veux dire, 3 millions de TPE, PME, des milliers d'hôpitaux, des collectivités, 36 000 communes. Bon, alors, généralement, on passe par ce qu'on appelle du channel, c'est-à-dire par des partenaires, distributeurs. Et cette boîte-là, en fait, nativement dans son produit, est virale. C'est-à-dire tous les Français ont vu une fois Mail in Black. Ouais. Je dirais une notoriété qui est, malgré une taille bien plus relative qu'un Proofpoint, par exemple, une notoriété qui est beaucoup plus forte. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être amusant de voir s'il y a la possibilité de créer une plateforme pour ce segment-là, puisque on a un coût d'acquisition qui est extrêmement bas, finalement, sur ce marché-là. Ça, c'est quand même intéressant. Et puis, voilà, j'ai réussi à embarquer des gens de mon ancien écosystème en Provence. Un Italien, chef de produit de Milan, qui est venu à Marseille avec son épouse. Donc, voilà comment ça a démarré. Super. Ça a démarré comme un... Financièrement, comment on fait? Comment ça marche? Pour racheter Pour se relocaliser? Oui, et racheter une jolie PME en région. Tu as eu besoin de financement qui t'ont aidé? Tu as été accueilli? Pas du tout? Alors, je l'ai pas racheté à 100%. Je suis rentré dans le capital d'une société qui a fait une levée de fonds. Donc, en fait, la taille de la valeur de Mail in Black aujourd'hui, d'ailleurs, a atteint un seuil où j'aimerais pouvoir racheter 100% du capital, mais je pourrais plus. Donc non, je suis rentré dans le capital de Mail in Black et on a fait un LBO et une injection de cash-in avec un fonds d'investissement français qui s'appelle Entrepreneur Invest, qui est un fonds de growth français. Pour en venir un peu à ton parcours perso, donc on a un peu esquissé déjà les GAFAM, tu as grandi ici, juste pour qu'on comprenne encore mieux, tu avais fait quel type d'études depuis la Provence natale? Oui. Non, mais tu avais fait quel type d'études? C'était plutôt, t'étais ingénieur et donc très porté vers ça, ou vers la tech? Non. Pas du tout. Non, toutes mes formations en machine learning, parce que c'est surtout là-dessus que j'ai fait des formations en tech, on va dire, en mathématiques, ingénierie, ont été faites chez Microsoft, qui fait très bien les choses. Pour les gens qui sont commerciaux, donc HEC, ISEC, ESCP, ils leur font faire, comme moi, des certifications validantes pour pouvoir prendre les jobs suivants. On est obligé d'être certifié sur développer un algorithme dans Azure ou comprendre vraiment le produit d'un point de vue technique, pas seulement fonctionnel. Ils font l'inverse aussi pour les populations d'ingénieurs. Ils leur font faire un MBA à HEC ou dans une université américaine pour les autres populations. Non, avant, je suis de formation Sciences Po, en fait. Donc, j'ai grandi avec des parents très curieux, très scientifiques, très portés sur la curiosité et la connaissance. Et j'ai passé vraiment de très belles années d'études. Et ensuite, j'ai fait le SCP. Et en parallèle de ça, parce que je voulais être diplomate en fait, au début, je voulais être un commis de l'État, missi dominici. J'ai fait un stage en Chine, en ambassade, vraiment, et j'ai fait donc une licence de chinois, en parallèle de ça. Non. Donc aujourd'hui, tu sembles avoir un équilibre de vie quasi idéal. Au-delà du fait, donc tu as du temps libre apparemment. Tu l'occupes comment pour avoir cet équilibre d'entrepreneur qui est souvent très difficile à trouver? Oui, je travaille beaucoup. En réalité, c'est juste que je travaille vraiment très différemment. Je priorise. J'alloue du temps en début de semaine et en fin de semaine seul pour prioriser. Pour vraiment regarder exactement l'allocation de mon temps, en fait. Donc, je vais nettoyer tout ce qui n'est pas absolument prioritaire. Je vais le sortir de mon temps, en fait. Donc, il y a énormément de meetings périphériques que j'aurais pu faire chez Microsoft auparavant que je ne fais plus du tout aujourd'hui, avec des arbitrages très rigides là-dessus. Ça, c'est quelque chose d'important. Et après, j'ai créé un comité de direction qui est vraiment solide, qui est vraiment très très solide et qui peut régler un grand nombre de questions seul.
Et ma philosophie, c'est de développer des gens qui sont super robustes, qui peuvent vraiment prendre de grosses responsabilités. J'ai pas besoin d'être dans toutes. Je suis pas je suis pas le père de famille de 70 employés. Je suis en charge de la vision. Je suis en charge du business plan. Et ensuite, je suis mobilisable pour n'importe quoi, de la définition d'une roadmap produit jusqu'à des calls clients, sans forme, on va dire. Mais donc, je travaille encore quand même beaucoup moins que chez Microsoft. J'ai eu des semaines de 100 heures chez Microsoft et j'ai énormément appris. Donc là, je travaille encore beaucoup. J'ai tendance à pas toujours manger entre midi et 2. D'accord. J'ai une organisation personnelle qui me permet de tenir entre 8h30 et 17h45 tous les jours. Et ça fonctionne. Après, je peux avoir... c'est propre à notre fonction et tu connais bien ça aussi. Je peux avoir une idée un samedi ou un dimanche et je vais me mettre à l'écrire. Je suis pas en train de travailler pour moi quand je fais ça. Je suis juste en train d'imaginer un produit futur ou une chose future. Voilà. Mais je suis pas, je ressens pas, j'ai pas de pression. Voilà. Donc je travaille quand même encore beaucoup, mais je m'organise. Je fais des arbitrages très rigides sur l'aiguillage. Alors comment tu fais? Ça m'intéresse. C'est quoi? C'est lundi matin, pas de rendez-vous et tu regardes ton agenda, tu élagues, tu délègues, c'est ça? Je prends vraiment je prends vraiment la vision qu'on s'est donnée. Je prends vraiment le plan sur l'année en cours et je valide déjà que n'importe quelle action est vraiment en lien avec les 3 priorités qui comptent. Voilà. Si c'est en dehors, je le sors. Si c'est dedans, mais que quelqu'un d'autre peut le faire mieux que moi, et c'est comme ça que je recrute les gens, ils sont meilleurs que moi, donc j'ai des meilleurs financiers que moi et des meilleurs, ça va être leur sujet. Voilà. Je vais plutôt me concentrer. Là, en ce moment, je travaille beaucoup sur les définitions produits. Je travaille énormément. Je passe beaucoup de temps sur le produit, beaucoup de temps sur le commerce aussi, ou sur les escalades customer success, pour vraiment être avec eux et en même temps modifier les process quand on est encore à échelle très humaine aujourd'hui. On n'est pas à 70, ça va encore. Donc là, mon job, c'est de préparer la prochaine organisation. Voilà, donc ça permet, oui, mais clairement, tous les lundis, tous les vendredis, je réarbitre, je regarde, ok, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui vraiment a eu un impact. Si ça n'a pas eu d'impact, la fois d'après, je vais le penser différemment. Mais je passe du temps organisationnel seul, comme ça. Oui, tous les lundis, je fais un check. C'est la méthodologie agile, en fait. C'est les sprints. Donc, je me fais un stand-up tout seul. Et je me fais un backlog review. C'est ça, hein, c'est le même process, en fait. En disant, non, mais ça, c'est pas prioritaire. Et ça, c'est important. Je trouve que les Marseillais le font mieux que les Parisiens, d'ailleurs. Je pense que les Parisiens travaillent en moyenne 3 heures inutiles par jour. 3 heures, au moins 3 heures, inutiles, sans aucun impact pour personne et avec une nocivité pour leur équilibre significative. Je le pense pour avoir vécu les expériences. Non, c'est pas. Je pense que ça ne sert à rien, sauf à adhérer, à envoyer un signal d'adhésion au groupe. Non, ça n'a pas d'impact. Il y a au moins 3 heures par jour qui ont 0 impact. Je confirme qu'on travaille beaucoup, même à Marseille et dans les autres villes. Tu as des outils pour gérer ça de Microsoft ou autre ou pas la peine et un cahier, un stylo, ça suffit? Non, un papier, stylo, une repriorisation. Je suis constamment en repriorisation. Donc, qu'est-ce qui est plus important que quoi? Très bien. C'est ça, voilà. Ouais, un cerveau dispo, ouais. Tu es sportif? Je cours. Très bien. Ouais. En dehors de ça, je lis beaucoup. Je lis à peu près un livre par semaine. Oui, je fais ça depuis longtemps. Des bouquins d'histoire, des bouquins d'anthropologie, de sciences en général, sciences sociales et sciences dures. J'adore lire. Pas du tout des romans, des choses où j'apprends. Voilà. Et puis ouais, je cours. Sinon, je m'occupe je passe beaucoup de temps quand même à m'occuper de mes enfants aussi. C'est bien. Bravo. Pour terminer, est-ce que tu as Non, c'est dur. Oui, je sais. Parfois, c'est dur. Ouais. Est-ce que tu as un conseil que tu donnes en général aux entrepreneurs quand on te pose la question, je veux créer ma boîte, je veux aller en région?
Créer sa boîte? Ouais, pour les Ah non, je sais entrepreneurs. pas. Ah non, moi je vais pas donner des conseils. Non, essayer de dégager un revenu même très faible avant de penser à quoi que ce soit d'autre. Là, c'est ce qu'on se dit avec mon épouse quand elle monte une boîte. Le premier truc qu'on regarde, c'est est-ce que le modèle dégage à une veine jugulaire? Est-ce que vraiment, est-ce qu'il y a un modèle économique? C'est-à-dire, est-ce que ça dégage un revenu? J'entends plein d'entrepreneurs dire, je vais faire une levée de fonds. Une levée de fonds, c'est quand même une énorme dette, quoi, quand même. C'est pas une fin en soi, quoi. Non, voilà, je sais pas du tout un conseil, c'est plus ce que je fais moi, parce que quand je travaille sur un business, je me dis, est-ce que déjà j'ai un pré-achat de mon idée? Si j'arrive à la vendre, ça paraît bête comme ça, mais souvent on se perd. Voilà, j'ai mon idée, je développe 2 slides, je la vends et je me fais donner de l'argent pour cette idée-là. Si ça, si ça marche, en général, beaucoup de choses suivent, beaucoup de sujets d'exécution et de trucs très compliqués, très lourds derrière, beaucoup de travail. Mais ça, quand on monte une société, si on a ça, c'est quand même un très très bon signe. Là, comme disent nos amis américains, turnover is vanity, profit is sanity. Voilà, But cash is king. Souvent, à ne pas oublier. voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Thomas. Merci et bravo pour ce magnifique parcours. Merci à toi, merci infiniment.